France Inter, franceinter.com. Bonjour à tous. Aujourd'hui, la pandémie la plus meurtrière de l'histoire, la peste. On mourait sans serviteur, on était enseveli sans prêtre. La charité était morte, l'espérance anéantie. Guy de Chauliac à Avignon pendant la peste noire. « 2000 ans d'histoire. Si la peste a provoqué plus de ravages que n'importe quelle autre pandémie, c'est qu'en face d'elle, pendant des siècles, la science et la médecine sont restées impuissantes. Jusqu'à ce qu'en 1894, Alexandre Yersin découvre le bacille de la peste et que 4 ans plus tard, à Karachi, un autre médecin français, Paul-Louis Simon, met en évidence la responsabilité de la puce dans la transmission de la maladie. Ce jour-là, écrivait-il, j'éprouvais une émotion inexprimable à la pensée que je venais de violer un secret qui angoissait l'humanité depuis l'apparition de la peste dans le monde. Jamais, en effet, aucune pandémie n'a autant terrorisé les hommes. Ni le choléra, ni le typhus, ni la grippe, ni la variole, ni même le sida aujourd'hui. Et il suffit d'un cas de peste pour réveiller encore une peur qu'on croyait disparue depuis le Moyen-Âge. Paris Inter, Jacqueline Baudrier, le 3 août 1962. À 12h30, nous vous avons parlé d'une mort mystérieuse, d'une mort étrange, celle d'un savant spécialiste anglais de la guerre bactériologique qui est mort subitement. Une enquête était menée, la famille du savant est en quarantaine. Je vais donc appeler notre correspondant à Londres, Jacques Dauphin, pour lui demander s'il a pu apprendre quelque chose de nouveau à ce sujet. Un communiqué du ministère de la Guerre a jeté cet après-midi la consternation dans l'opinion britannique. Ce communiqué, le voici. Monsieur Geoffrey Bacon, savant employé au Centre de recherche microbiologique de Porton, décédé mercredi, est mort de la Pastorella pestis, ou peste pulmonaire. Cela nous ramène en plein Moyen-Âge, car on craint une épidémie qui pourrait très rapidement s'étendre. Brigitte Copin, bonjour. bonjour. Vous êtes historienne, spécialiste du Moyen-Âge et auteur d'un livre passionnant sur la peste qui vient d'être édité chez Gallimard Découverte, donc qui peut être lu à partir de 8 ans, mais qu'un adulte peut lire comme moi avec beaucoup d'intérêt. Alors quand on parle de la peste, on en parle toujours au passé, on vient de l'entendre, elle existe encore aujourd'hui, parce que, au fond, si elle fait beaucoup moins de victimes, la peste n'est pas morte. Non, la peste, d'après ce que disent les médecins, ne disparaîtra pas de la surface de la Terre. Elle est inéradicable, comme ils disent. C'est une maladie endémique des rongeurs de l'Asie, qui donc reste cantonnée là-bas dans l'état actuel des choses, mais qui pourrait très bien renaître et prendre une extrême extension et importance, puisque nous n'avons que très peu de moyens de la combattre. Le vaccin qui existe étant très peu efficace, il n'y aurait donc que les antibiotiques. Il y a donc très peu de prévention possible de cette maladie. Contre une maladie qui fait peur depuis des siècles, dont on parle depuis des siècles. On en parlait déjà dans l'Antiquité, Brigitte Copin, même très longtemps. On dit que Périclès, par exemple, était mort à Athènes il y a 2400 ans, était mort de la peste. Mais je crois que le mot peste, oui. Alors, effectivement, le mot peste vient du latin pestis, qui signifie fléau. Il faut faire une différence entre Yersinia pestis, qui est la peste bubonique ou pulmonaire dont nous allons parler juste après, et ce mot peste qui est plus général, qui englobe évidemment des maladies, le diagnostic des médecins étant plus fragile, moins scientifique, il est difficile de savoir si ces pestes de l'Antiquité sont vraiment la peste telle que nous la pensons aujourd'hui. À l'époque, c'était un mot générique qui recouvrait le choléra, le typhus, la variole, etc. Et nous n'avons pas d'exemple précis mentionnant par exemple les bubons qui vont caractériser la peste que nous abordons maintenant. Alors justement, la première peste avérée, celle-là vous en parlez dans un chapitre de ce livre, c'est la peste de Justinien qui apparaît en 511, il y a 1500 ans, à Constantinople et qui venait
dans un port et qui venaient par les ports. Ça, c'est la première peste qu'on reconnaisse vraiment dans l'histoire, telle que la peste bubonique. Qui est avérée comme peste. Nous avons des témoins très précis qui parlent de bubons et on peut être sûr donc qu'il s'agit bien de cette maladie-là. Alors la peste arrive par les ports, effectivement. Là, cette peste arrive par le Nil et la Méditerranée. Elle va détruire tout le monde méditerranéen et elle suit la route des navires puisqu'en fait elle suit le trajet des hommes, le trajet du commerce. En ces siècles lointains, le commerce était bien évidemment surtout un commerce maritime et donc elle arrive par le littoral et Procope de Césarée, qui est l'historien de Justinien, dit tout à fait clairement qu'elle est arrivée par le littoral et qu'elle a pénétré dans l'intérieur des terres par les fleuves. Et ça va durer longtemps, hein, dans tout le long des côtes méditerranéennes, jusqu'en 590. On dit, il y a une légende qui dit que c'est l'archange Saint-Michel qui l'aurait chassée. Alors, à Rome, oui, c'est une jolie légende, puisqu'un des édifices de Rome en porte encore la trace. Le pape de l'époque aurait organisé une très grande procession pour essayer de sauver la ville, et l'ange Saint-Michel serait apparu et aurait tendu son épée pour faire disparaître le fléau. À cet endroit-là, bien sûr, on aurait construit au-dessus du mausolée d'Adrien la statue de l'archange, et il s'agit bien sûr maintenant du château Saint-Ange. Ah oui. Alors, cette peste, elle va se manifester encore à plusieurs reprises jusqu'en 767, et puis alors là, elle disparaît. Sans qu'on sache pourquoi, elle va disparaître pendant 6 siècles, je crois. Oui, il y a eu 12 poussées entre celle de 541 que nous évoquions juste à présent et la dernière du Haut Moyen-Âge. Et les historiens ni les médecins ne savent ce qui s'est passé pour qu'elle disparaisse. C'est un des mystères de notre histoire. Et elle va réapparaître en 1348. C'est l'apparition de la peste la plus meurtrière de l'histoire, la peste noire. Vous êtes malade? Apportez une civière et qu'on l'emmène à l'église. Vous voulez me soigner avec les autres? Qu'on le déshabille et qu'on brûle ses vêtements. La peste! La peste! La peste! C'est la peste! Oh Dieu, je vais mourir. Vous avez dû infecter beaucoup de monde. Je vous entraînerai tous avec moi dans la mort. Rentrez chez vous, c'est la peste! La peste nous a rattrapés! Éloignez-vous! C'est la peste! Et c'est la peste la plus meurtrière de l'histoire qui apparaît au XIVe siècle. Vous dites même qu'elle était tellement terrifiante, c'est ce que vous décrivez, qu'on considérait que c'était quasiment la fin du monde. Oui, on peut dire qu'il n'y avait plus assez de vivants pour enterrer les morts. Je trouve que cette phrase est assez forte en elle-même. Alors les historiens parlent de 25 millions de morts, d'autres de 40 millions de morts pour une population européenne de 80 millions d'habitants. Un habitant sur 3 ou sur 2 selon les estimations. C'est l'équivalent d'une guerre nucléaire oui, aujourd'hui, parce que compte tenu des proportions de la population européenne à l'époque, c'est épouvantable. Je comprends très bien qu'ils aient vraiment pensé à la fin du monde. Donc, effectivement, ça a entraîné une désorganisation totale de tout, une désertification des villages, la mort de familles entières, la disparition de certaines couches de la société. Et la vie de la société européenne en a été changée à jamais. Et une peste qui frappe l'Europe, mais qui vient, une fois de plus, d'Asie, Brigitte Copin. Alors, celle-ci vient d'Asie. Elle arrive en Europe par la mer, toujours par les bateaux, puisque, comme avant, ils sont les vecteurs, le chemin des humains. Et elle vient de Mandchourie, de l'Asie lointaine. Elle aurait atteint les rives de la mer Noire par l'intermédiaire des troupes mongoles descendant vers Kaffa, qui est Fédocia aujourd'hui, qui était une ville qui était tenue par les Génois ayant des comptoirs vers la Méditerranée orientale. Et ces troupes mongoles attaquant les murailles de la ville étaient elles-mêmes déjà attaquées par la peste, et dans les catapultes des assiégeants, eh bien, au lieu de mettre des pierres, ils ont mis les cadavres de leurs pestiférés. Pour contaminer les Génois, c'était la guerre bactériologique. C'est la première guerre bactériologique de notre
notre histoire. Alors, on n'est pas tout à fait sûr de la véracité historique de cet événement, mais les Génois étaient vraiment là et la peste est arrivée par leur bateau. Alors, ils se sont empressés de prendre la mer, de fuir, mais ils ont emporté la maladie avec eux. Ils l'ont déposée en Italie et de l'Italie, elle a gagné les ports du sud de la France et puis Bordeaux et puis le pourtour de la France. Elle est remontée par les fleuves exactement comme tout. Et elle est allée jusqu'en Scandinavie. En fait, toute l'Europe, là, voilà. Vraiment, est contaminée, plus qu'à l'époque de la peste d'Adrien. Oui, alors pour donc 1346, les Génois, elle est en 1347 à Marseille, elle est en août 1348 à Paris, en 1350 en Angleterre, et puis elle va retourner vers l'Allemagne et vers Moscou. Elle va en fait faire une boucle, puisqu'en 1352, elle est de nouveau là-bas en Asie. Alors pourquoi on l'a appelée la peste noire? Là, on n'a pas évoqué encore, vous le faites dans votre livre, Brigitte Copin, les symptômes. C'est des symptômes que vient justement le nom de peste noire. Alors, il y a un petit débat sur le mot peste noire, parce qu'en fait, le mot ne serait apparu qu'au XIXe siècle, et ce sont, d'après ce que j'ai pu lire, les romantiques allemands qui ont employé ce mot-là. Les gens du Moyen-Âge, ils disaient la maladie des bosses à cause des bubons, la maladie des aines à cause des bubons au niveau... Les bubons, c'est en fait des qui ganglions sont des ganglions. En fait, cette oui. maladie affecte la chaîne ganglionnaire. Ça commence, vous le rappelez, justement par des petites taches noires autour de la piqûre de puce qui a infecté l'homme. Un petit charbon. Oui, un petit charbon. Oui. Et ce petit charbon reste à l'état de charbon. Et puis après, la chaîne ganglionnaire étant atteinte, les bubons se développent dans le cou, derrière les oreilles, aux aisselles et aux aines. Il y a effectivement sur certains malades des taches rougeâtres ou noires dues à des hémorragies internes. Donc le mot peste noire n'est pas non plus complètement vraisemblable. Et puis alors il y a des fièvres, des vomissements, oui. On meurt en 48 heures, oui. c'est foudroyant, oui. Il y a une durée d'incubation, je crois, de 6 jours à peine. Ça va foudroyer justement des millions d'Européens. Et alors comme on ignore justement les origines de la maladie, qu'on la considère comme une punition de Dieu, et on cherche évidemment des responsables, des boucs émissaires, les Juifs soupçonnés d'empoisonner les puits, ou ceux qu'on appelle aussi les bouts de peste ou engraisseurs de peste, accusés comme à Milan en 1630 de répandre la maladie en enduisant les portes d'un onguent contenant du pus de bourbon. Hier matin, vers les 2 heures du jour, on a trouvé les murs du vestibule de notre porte souillés d'une certaine chose jaune en grande quantité. Et quelqu'un a dit qu'on avait vu le gendre de la commère Paola, le commissaire, en train de souiller les murs. Le sénateur Monti, ayant rapporté au Sénat le procès instruit contre Guglielmo Piazza et Giacomo Mora, qui ont répandu l'onguent pestifère dans la ville, le Sénat a arrêté que les susdits Mora et Piazza soient mis à mort et qu'ils soient conduits sur un chariot jusqu'au lieu habituel du supplice, que l'on entoure l'endroit où l'on rendra justice par des palissades de bois, afin qu'elles ne puissent pas être infectées par cet onguent pestifère. Jesus Christe war gefangen, an ein Kreuz ward gehangen, das Kreuz, das Wort des Blutes rot, wir klagen Gott, Martha und seinen Tod. Durch Gott vergieß wir unser Blut, das ist uns für die Sünde gut. Es hilf uns, lieber Herr Gott, es bitten wir dich durch deinen Tod. Et vous entendez un chant du XIVe siècle, le siècle de la peste noire, un chant de pénitent interprété par l'ensemble Early Music Freiburg. Alors plus grave encore que la peste, Brigitte Copin, il y a ses conséquences, et notamment ses conséquences sociales. D'abord le fait qu'on cherche, on l'a entendu, cette histoire est vraie, elle s'est passée à Milan, des boucs émissaires. Il y a ce qu'on appelle les graisseurs, justement. Alors les engraisseurs de peste ou les bouts de peste, le mot est du XVIe siècle.
Ils sont condamnés pour avoir déposé du jus de bubon mélangé avec une graisse infâme sur les portes ou à l'endroit où passent les gens, et la moindre tache sur les murs suscitait aussitôt des terreurs. Ces deux innocents sont vraiment morts dans des conditions atroces. On leur a coupé la main, on les a roués de coups et on les a laissés agoniser pendant des heures. Autre bouc émissaire, alors là c'était traditionnel, et là c'était évidemment les Juifs que l'on accusait d'empoisonner les fontaines. Voilà. Ils étaient le symbole de l'impureté depuis évidemment des siècles, ça n'était pas nouveau. Le concile de 1215 du Latran les avait déjà expulsés plusieurs fois. Les rois de France sont chargés de tout ça. Ils sont là évidemment particulièrement en première ligne. Dès qu'il y a une crise, de toute façon dans la société, ils sont les premiers touchés. Alors il y a des pogroms effroyables, le mot est un peu anachronique mais tant pis, je l'emploie. Et à Strasbourg, on en brûle 900 d'un seul coup en 1349. À Carcassonne également, et ils sont effectivement les victimes de la peste. Et tout le monde se méfie, tout le monde, la société se décompose en même temps que la peste s'étend, c'est assez effarant. Par exemple, on marque de croix rouges les maisons de pestiférés, on s'en méfie, on pille aussi évidemment dès qu'ils sont morts ces maisons-là, mais les voleurs sont eux-mêmes tués. Et alors, il y a aussi le fait qu'on est persuadé que c'est une malédiction divine, hein, d'où ces chants de flagellants, de gens qui se flagellent le dos pour justement mériter le pardon de Dieu qui aurait répandu la peste parce qu'il n'était pas content des hommes. Dans la société chrétienne occidentale, il y a une culpabilité collective qui est évidemment ressortie au moment de la peste avec une très très grande force. Et la maladie vient de Dieu. Il faut donc se purifier. Et les flagellants forment des processions. Ils sont engagés pour 33 jours, donc le 33 qui représente l'âge du Christ, et ils se fouettent très profondément pour se laver de la faute. Et il déclenche des phénomènes d'hystérie collective à tel point que certaines villes les ont très vite chassés. Et le pape Clément VI, qui était un homme remarquable et qui a beaucoup œuvré dans le bon sens au moment de la peste de 1348, interdit très vite ces processions terribles. Dans lesquelles on chantait le Dies Irae, la colère de Dieu en se flagellant. On invoque aussi les saints, vous les évoquez, il y a quelques saints qui protègent les hommes de la peste. Oui, alors sans doute là sont-ils source de réconfort. Saint Sébastien, parce qu'il aurait résisté en tant que martyr aux flèches des archers de Dioclétien au IIe siècle après Jésus-Christ, lui, son culte se développe à partir du 7e siècle, donc à partir de la première peste. Saint Roch, qui est un homme qui aurait échappé à la peste de 1348, et puis aussi d'autres, alors la Vierge Marie de toute façon, et puis aussi en Allemagne et en Europe du Nord, Sainte Gertrude par exemple. Et puis alors, comme on n'a pas de remède, on fuit les villes, ce qui a pour effet de contribuer à répandre encore plus la peste. Et puis comme on ignore ses causes, justement, eh bien, on compte éventuellement sur quelques remèdes les plus fantaisistes. L'épidémie de peste a tué notre bienfaiteur. Tenez, voilà encore un mort. Il faut les évacuer au plus vite. Sortez vos morts! Monsieur l'abbé, venez vite, je vous en supplie! Un léger saupoudrage de pollen qui est le plus efficace des baumes, de l'eucalyptus pilé. Elle est un piège pour le frelon. Le guérisseur hyménoptère par excellence. Et ce gui pulvérisé, ça sert à quoi? Et ce jus de digne noir? Ce sont des remèdes éprouvés, personne ne s'en est jamais plaint. Des vipères séchées, la salse pareille, des têtes de pavot, quoi encore? Et tous ces remèdes se complètent. Reptiles simiens, circulation corpusculaire, médication souveraine. Tournez vos regards vers Dieu, mon enfant. Et maintenant, réjouissez-vous. Vous voilà sur le seuil de votre vie éternelle. Sortez vos morts! Déposez-les sur le seuil de la porte!
sont des flagellants chantant le Dies Irae, tandis que des charlatans proposent, on a entendu, des remèdes les plus fantaisistes. On a trouvé beaucoup de plantes et de produits qui étaient susceptibles au Moyen-Âge, disait-on, de sauver les gens de la peste. Non, soyons clairs, il n'y a aucun moyen de soigner la peste et les médecins honnêtes le savaient très bien. La seule façon d'y échapper un peu, c'était de prévenir. Alors, inciser les bubons, mettre du jus d'oignon, des choses comme ça, ou d'autres remèdes bien plus fantaisiques, arsenic, poudre de sorcière, tout ça n'est que piètre remède. Par contre, les règlements de peste qui se développent dans les villes à partir du XVe siècle ont été, à partir du moment où ils étaient très, très respectés, ont été quand même le premier facteur qui a permis de faire diminuer la mort. Ils sont quand même très stricts à ne pas héberger d'étrangers parce qu'on craint qu'ils apportent la peste. Mettre aussi les bateaux en quarantaine. Alors ça, justement, c'était pas toujours respecté. La quarantaine date justement de la peste. On veut être sûr que les gens qui sont à bord, quand ils en sortent, sont sains. Et alors, quand ce n'est pas respecté, ça donne une catastrophe. En 1720, Marseille est frappée par une peste effroyable parce que justement, la quarantaine n'avait pas été respectée. Oui, et pour des histoires financières, parce que le bateau qui est arrivé en mai 1720, le Grand Saint-Antoine, il avait une patente brute, ce qui veut dire qu'il avait un certificat de mauvaise santé. Et le capitaine a donc joué absolument à la transparence. Mais les négociants de Marseille se sont opposés à la quarantaine et l'échevin lui-même, tout simplement parce que le bateau transportait des étoffes précieuses qui allaient être revendues à la foire de Beaucaire. Et donc, c'est pour des raisons financières que la maladie a pu exploser. Et elle va effectivement dépasser largement Marseille, elle va atteindre tout le sud la Provence, de la France. Oui. Alors il faudra attendre la fin du 19e siècle, alors que la peste s'est un petit peu calmée, si je puis dire, pour qu'on découvre le bacille de la peste. C'est Yersin qui trouve ça à Hong Kong, là où sévit justement souvent la peste, en Asie. Il y a un autre homme aussi qui va se rendre compte, qui juste après lui, Simon, qui va se rendre compte que c'est la puce qui la transmettait, en fait. On ne le savait pas depuis cette époque-là. Non, et c'est ça qui est très émouvant dans l'histoire de la peste en général, c'est que les hommes, jusqu'il y a un siècle, ont ignoré les causes de cette terrible maladie. Alors, il faut attendre les travaux de Pasteur, puisque Yersin est un élève de Pasteur, et ses découvertes là-bas en Asie, il a l'idée de prélever les bubons, d'autopsier les mourants, les morts, et de prendre des bubons qu'il analyse au microscope, et là, il voit une quantité de bâtonnets, et il dit, là, je crois que j'y suis, j'ai trouvé le virus. Il mettra longtemps à comprendre encore quelques années à comprendre que c'est le rat, que c'est une maladie du rat au départ. Et puis c'est Simon qui, remarquant des petites vésicules sur les malades, finira par aussi ponctionner ces petites vésicules et se rendre compte que ce sont bien des piqûres de puce et que c'est la puce qui inocule le poison en fait. Et alors il y a un vaccin aussi inefficace, vous l'avez dit, qui est créé en 1932 et qui n'empêche pas d'ailleurs la peste de se déclarer encore dans quelques pays, comme en Inde. France Inter, Denis Lemarié, le 29 septembre 1994. Les premières mesures de prévention contre l'épidémie de peste dans l'ouest de l'Inde. Plusieurs aéroports internationaux, dont Roissy, proposent des tests médicaux aux voyageurs. Le docteur Barguin, le chef du service médical d'urgence de l'aéroport de Roissy, est avec Christophe Ondelat. Est-ce qu'il y a un risque que la peste arrive en France par avion ? Honnêtement, même s'il y avait un cas de peste qui arrive en France, il s'effacerait tout de suite, il s'éteindrait tout de suite pour la simple et unique raison, c'est que notre niveau social de santé est très bon, notre niveau physiologique personnel est très bon, et puis les antibiotiques de la première génération, les cyclines, sont très efficaces sur la peste pulmonaire. Et l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, écarte également tout risque de propagation générale de la peste. Alors nous voilà rassurés, Brigitte Copin, mais ce n'est pas le cas. On se rend compte des pays pauvres qui connaissent encore, on vient de l'entendre, c'était en 1994, qui connaissent encore la peste. C'est une maladie de pauvres, ça l'a d'ailleurs toujours été, la plupart du temps. À partir du XVIIe siècle, oui, il y a vraiment un clivage social. C'est une maladie qui atteint les gens vivant en promiscuité et atteints par les parasites. Nous, avec la possibilité de tuer les puces et les rats, nous sommes à peu près à l'écart du danger, enfin complètement à l'écart du danger. Et puis il y a tout simplement les conditions d'hygiène. Ce qui répandait, ce qui favorisait l'extension de la peste au Moyen-Âge, c'était que l'hygiène était déplorable.
Oui, les vêtements, les parasites, puisqu'en fait c'est la puce quand même. Hein. Donc les vêtements chargés de parasites, puces et poux. Les poux aussi sont les vecteurs de la peste. Nous sommes effectivement là, maintenant, à l'abri de... Cela dit, on en était conscient dès le Moyen-Âge, où il y a un curieux dessin dans votre livre. C'est le dessin d'un médecin qui ressemble presque à un oiseau, parce qu'à l'époque, il s'agissait de purifier l'air et surtout d'éviter ce qu'on appelait les miasmes qui transmettaient la peste. À ce moment-là, ils pensaient que l'air était pourri, que c'était la pourriture de l'air qui entraînait la maladie, et ils enfermaient leur corps dans une espèce de tunique ou de grande robe de cuir qui les protégeait réellement efficacement, mais ils ne le savaient pas, ce costume empêchait les puces d'atteindre leur peau. Et puis dans ce bec d'oiseau qui caractérise si bien les costumes du médecin de cette époque, il mettait des herbes odorantes qui permettaient à l'air d'arriver à leur nez frais et donc nettoyer de la pourriture qu'ils croyaient y voir. En tout cas, la peste tue beaucoup moins aujourd'hui. Elle n'est pas morte, hein, elle existe encore. Est-ce qu'on peut dire qu'au fond, elle nous enseigne quelque chose d'autre aussi? D'ailleurs, à la fin de votre livre, il y a un petit chapitre sur les autres grandes pandémies, mais c'est qu'au fond, devant ce type de pandémie, et je pense évidemment au sida, je pense même à une pandémie qui, Dieu sait, dont on parle beaucoup, mais qui n'a pas fait beaucoup de victimes, la grippe aviaire, c'est toujours la même peur qu'on retrouve en fait, Brigitte Coppin. Oui, et aujourd'hui où nous sommes un petit peu protégés de la maladie, et autrefois où nos ancêtres l'étaient beaucoup moins, la maladie qui tombe sur nous reste une des peurs les plus effroyables de l'humanité. Merci Brigitte Coppin. Je rappelle que vous êtes l'auteur de La peste, histoire d'une épidémie, un livre pour la jeunesse qu'on peut lire dès 8 ans, mais qu'on lit avec beaucoup de plaisir, c'était mon cas jusqu'à un âge plus avancé. Un livre illustré magnifiquement par Michael Welfi et édité chez Gallimard Jeunesse, pas découverte, je dis tout à l'heure découverte, c'est Gallimard Jeunesse dans la collection Les Yeux de l'Histoire. À lire également le magazine L'Histoire de ce mois-ci qui consacre un de ses dossiers à la peste noire, et puis Les maladies émergentes, quand les virus voyagent, d'Anne de Broise, édité chez Larousse dans la collection Petite Encyclopédie. Vous avez pu entendre des extraits des films Nostradamus de Roger Christian, disponible en VHS chez TF1 Vidéo, Les Diables de Ken Russell, disponible en VHS chez Warner, et Les Semeurs de peste de Christian Merliot, édité en DVD chez Point Ligne Plan. Toutes ces références sont disponibles par téléphone au 32 30, 34 centimes la minute ou sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. À la technique, Olivier Riotor, Éric Morin. Merci à Claire Tesser, Claire Destacan, Mathieu Ménossi et Amélie Briand-Lejeune. Une réalisation de Anne Kobilac.